Vous avez Estelle? Bon. Donc, bonjour, merci d'être venu. Pour un éditeur, c'est toujours un moment important d'être accompagné par Pierre et ce co-auteur Olivier Lemaire. C'est une rencontre et c'est toujours c'est une longue histoire finalement. Pierre Rabhi avec le Sud-Est. Vous connaissez l'histoire de Pierre Rabhi, de Sahara Océan, il faut avoir raconté ça. Mais il se trouve que, étant ingénieur agronome, j'ai voulu republier les grands agronomes. C'est vrai que quand on fait des études d'agronomie, on n'obtient pas l'histoire de l'agronomie. Alors l'histoire de l'agronomie existe. Pendant des millénaires, des gens ont essayé de faire des choses. Et le premier agronome qu'on a publié, le texte qu'il a écrit, ça s'appelle Théâtre des champs et oui, mais c'était Olivier de Serre. Et donc là, il nous a préfacié, et finalement, Pierre, qui était dans les Cévennes, à quelques kilomètres de Villeneuve-de-Berg, où se trouvait Olivier de Serre, était tout invité. C'est comme ça qu'on a eu un premier contact. Et puis après, bon, il y a eu le manifeste pour la... Et puis après, il y a eu d'autres livres. Et disons, c'est important pour nous, parce qu'une maison d'édition se fait avec ses auteurs, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, au début... Paul Auster, Nina Barberova, c'est quelque chose d'important, une maison littéraire, mais en même temps on s'inscrit dans le monde comme des êtres humains, une maison d'édition. Et on publie des livres, etc., des livres terribles où on fait des constats épouvantables, on fait n'importe quoi, qu'on détruit le monde, et tout ça. Et puis un jour, on se dit, mais on a des enfants, on dit que quand même raconter autre chose que des histoires épouvantables. Et donc on se met, et à ce moment-là, quand on rencontre quelqu'un comme Pierre, on se met à espérer, parce qu'on se dit on peut raconter des choses. Les gens ont commencé à vivre différemment, à considérer que leur engagement personnel c'était l'engagement de tous, etc. Donc là je ne vais pas vous raconter sa vie parce que c'est la sienne, et son histoire parce que c'est la sienne, et avec Olivier Lemaire, ils ont bien travaillé. Voilà, c'était juste pour vous introduire ça et vous dire à quel point, pour un éditeur, si vous voulez, c'est une maison, ça se bâtit avec les gens qui l'habitent, et j'espère, je crois, que Pierre habite, en tout cas pour Actes Sud, avec bonheur chez nous. Voilà. Alors juste une seconde avant de donner la parole à Pierre. Ce que je vous propose, comme c'est un livre d'entretien, c'est que pour introduire le livre et pour défricher en quelque sorte ce jardin, ce terrain, ou plutôt ce jardin, on voit avec Pierre, je pose à Pierre quelques questions qui permettront d'éclaircir les choses, et puis ensuite, ce sera bien sûr à vous de poser autant de questions que vous voudrez. Juste avant, moi je voulais juste vous dire comment ça s'est passé pour ce livre. En fait, ce qui est à l'origine de ce livre, c'est que donc moi je travaille à l'Express, je m'occupe entre autres des questions d'écologie et d'environnement, et il se trouve que dans ce cadre-là, j'ai eu envie de faire un grand portrait avec Pierre, un grand portrait de Pierre, parce que je trouve que c'est important que dans les news magazines, il n'y avait pas eu vraiment de grand portrait de Pierre. Donc voilà, ça m'intéressait de le faire, je l'ai rencontré, j'ai passé, c'était au mois d'avril, et puis c'est comme beaucoup de gens, quand ils le rencontrent, j'ai été frappé par sa présence lumineuse, par la pertinence de son discours et par son incroyable parcours, qui à mon avis n'est pas seulement une histoire à raconter, mais quelque chose à méditer, et peut-être pas un exemple à suivre, mais en tout cas, parce que chacun a sa route, mais en tout cas, quelque chose qui a du sens. Voilà, et donc c'est pour ça que en parlant tous les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait encore à se dire, et on a eu l'idée de faire ce livre qui serait plus axé. Donc l'idée générale de ce livre, c'était en gros d'aller rencontrer, pour Pierre, que Pierre allait à la rencontre d'un public qui n'avait pas l'habitude de rencontrer, un public plus large, c'est-à-dire bien sûr s'adresser aux gens qui sont déjà convaincus et qui sont le fer de lance de son action, mais aussi s'adresser à un public plus large, parce que je pense profondément que une cause ou une idée ne peut pas être défendue s'il n'y a pas un personnage très fort derrière. L'abbé Pierre en a été un, Théodore Monod, Stéphane Hessel à sa manière. Je pense qu'on a besoin de grandes figures, de personnages emblématiques qui
qui savent vraiment être des balises, des repères et parler à tout le monde de manière simple et claire et donner des idées claires. Et Pierre, je pense, fait partie de ces très très rares personnages qui savent incarner une idée. Et il y en a besoin dans une société où les questions d'écologie sont noyées sous les chiffres, sous les querelles politiques, sous les questions techniques. Ce qui est merveilleux avec Pierre, c'est que quand il vous parle d'écologie, il ne vous parle pas que de chiffres, de catastrophes, de gaz à effet de serre, de polémiques où chacun a ses chiffres qui se neutralisent. Non, il vous parle de beauté, il vous parle de sens, il vous parle de philosophie, il vous parle de grands auteurs. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est ça que ce terrain que je voulais explorer et approfondir avec Pierre. C'est-à-dire évidemment pas se cantonner à l'agroécologie, mais à tout ce que ça veut dire derrière. C'est-à-dire s'intéresser à l'agroécologie, ça veut dire s'intéresser à l'histoire, à la religion, à tout. Et donc voilà, c'est ce terrain-là qu'on a essayé de défricher ensemble de façon un peu large. L'autre chose qu'on souhaitait, c'était à partir du moment où Pierre avait déjà beaucoup raconté son parcours, l'idée c'était plus de le faire commenter son parcours, de l'amener à commenter son parcours plutôt qu'à le redécrire. Voilà, donc c'est pour ça que dans le début, la structure du livre, c'est simple, c'est-à-dire j'ai fait une présentation de Pierre au début pour que les gens sachent en gros qui il est, pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'encore une fois, l'idée c'est vraiment que ce livre s'adresse à un public beaucoup plus large. Et une fois ça posé, on a donc, comme vous le verrez dans le livre, abordé 4 grandes parties. La première partie sur le parcours de Pierre, la seconde sur l'agroécologie, la troisième sur les questions d'actualité qu'il avait très peu abordées jusqu'à présent, et puis la dernière plus vaste et plus ouverte sur les perspectives d'avenir, etc. Et à la fin, il y a tous les éléments techniques précis, la biographie très précise de Pierre, le très beau discours de Seattle, qui est une référence majeure pour Pierre. Je vous invite à lire si d'aventure vous ne le connaissez pas, parce que c'est vraiment un discours, c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte que les problématiques évoquées par Pierre aujourd'hui étaient les mêmes il y a 150 ans aux États-Unis, voilà, et dans beaucoup d'autres continents. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, sauf si Pierre a quelque chose à nous dire avant, je vous propose que je lui pose 2-3 questions pour éclaircir un petit peu la façon dont il a abordé ce livre, puis ensuite ça sera à vous de poser toutes les questions. J'aimerais un tout petit juste un engagement pour vous dire que je suis vraiment très heureux d'être à côté de Paul. Parce qu'avant d'être un bon éditeur, c'est d'abord mon ami. C'est le cœur qui nous a réunis avant toute chose. Après, l'éditeur est là, mais dans ce cas de figure particulier de cœur à cœur, avec lui, avec Françoise, donc c'est très particulier, c'est pas seulement un éditeur. Voilà, donc je tenais à le dire et je suis vraiment très heureux d'être là. Et puis Olivier, grande gratitude justement, parce que, si vous voulez, j'étais un petit peu pris dans une espèce d'ornière, je suis un actif. Je dirais que c'est parce que je suis actif que je continue à parler. Si je n'avais pas la possibilité d'incarner les choses, ben, je me tairais, parce que finalement, le diagnostic sur le monde ne va pas bien, une nébuleuse immense, et un diagnostic immense. Et Olivier m'a amené en quelque sorte à ouvrir des portes que je n'avais pas ouvertes jusque-là, parce que j'étais un peu prisonnier de répondre de ce que je fais, d'essayer d'expliquer. Et ça a été, je dirais pas une psychanalyse, mais je dirais quand même quelque chose qui m'a poussé un peu dans mes retranchements pour dire, mais finalement, moi qui suis, voilà. C'est ce qui m'a amené un grand merci. Alors, bon, donc, oui, donc rapidement, vous, Pierre, moi j'ai dit là en gros ce que j'attendais de ce livre, vous en attendiez ça en fait, Pierre. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir différemment
sur votre parcours ou... En fait, je ne savais pas ce que ça allait donner vraiment, pour être honnête. Pas. Ce que ça allait donner. Le livre, c'est forcément un risque. Hein, voilà, je suis un parleur public. Et finalement, quand on parle, on est obligé souvent de ressasser des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'elles sont reliées évidemment à ce qui nous paraît le plus important. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des enfants qui meurent de faim, que la planète est dans la destruction, que tout ça est en train de partir et que c'est ce qui m'a en quelque sorte engagé le plus fortement et heureusement pour moi avec des pratiques très concrètes qui sont en particulier l'agroécologie. Donc dans la rencontre, je ne savais pas trop, j'étais un peu dubitatif, mais en fait les questions qui m'ont été posées, au moment où elles ont été posées, m'ont semblé non seulement pertinentes, mais elles me poussaient dans mes retranchements et ça me permettait finalement d'ouvrir des portes et des fenêtres que je n'avais pas ouvert jusque-là. Mais c'est très difficile d'être jugé parti. Parce que quand on a fait quelque chose, on a pondu quelque chose, on se dit tiens, en plus on l'a fait ensemble. Moi de mon côté, je n'avais pas vraiment, je ne pouvais pas évaluer qu'est-ce que ça pouvait signifier pour les autres. Et c'est en fait, on n'a pas arrêté de me dire mais c'est bien, mais c'est bien. Alors on s'est dit bon, si tout le monde dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Pas de plus. Et c'est vrai que quand je relis, je me dis, c'est pas si mal que ça. C'est vrai, je suis là. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens viennent vers vous avec des questions. Et il y a une très forte attente. J'ai vu en vous voyant dans différentes assemblées où il y a toujours énormément de monde, et les gens viennent vous voir. Et quand je disais qu'il y a comme ça quelques personnages qui sont des personnages phares, des personnages balises, c'est typiquement le cas de Pierre. L'attente est immense quand les gens viennent. Et moi, ce qui m'a frappé en parlant avec lui, vous le verrez aussi dans le livre, c'est que Pierre n'est pas seulement un donneur de réponses, mais c'est aussi quelqu'un qui est plein d'interrogations. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très riche. C'est-à-dire qu'on peut même... Il ne faut pas s'imaginer que quelqu'un qui est censé apporter des réponses n'a pas de doute. Au contraire, je pense que plus on a de doutes et plus on est à même d'apporter des questions, ne serait-ce que parce qu'on partage les doutes des autres, non? Non, absolument. Ben, tout le monde sait que c'est pas d'aujourd'hui que je récuse notre système qui est inhumain. Ce système c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à récuser le système. Ça veut dire que j'avais 21 ans quand je travaillais dans une entreprise de la région parisienne et que j'ai vu finalement, à tort ou à raison, moi j'ai perçu les choses comme une aliénation, comme on proposait une aliénation humaine. C'est-à-dire qu'on me proposait de donner toute ma vie contre un salaire. Et j'ai estimé que ma vie valait quand même plus qu'un salaire. Voilà. Et qu'on ne pouvait pas, un être humain ne pouvait pas être incarcéré à vie en attendant la retraite dans un système et qu'on a quand même autre chose à faire aussi de la vie. On ne peut pas se contenter du petit mois de vacances où on va faire quelques glissades sur la neige ou bien bronzer sur la plage. Moi, c'est fait. Je n'ai pas besoin de bronzer, c'est fait. Il y a plus bronzé que moi, mais enfin, je suis quand même... Et donc, la grande question, c'était finalement le sens de l'existence et qu'est-ce que représente l'avènement de l'espèce humaine en tant que telle. Sur 24 heures, 3 dernières minutes, ça signifie quoi? Et j'incite beaucoup les gens à lire un livre qui a été pour moi extrêmement fondateur. C'est celui que Jean-Paul avait voulu publier, qui était de Osborne, La planète au pillage. Il y a une rétrospective absolument magnifique sur déjà attirer l'attention sur le fait que le comportement humain, déjà depuis l'origine, depuis très longtemps, avec l'émergence des civilisations, est un comportement prédateur et destructeur, et que cette prédation, cette destruction se poursuit, mais se poursuit avec des instruments terrifiants, c'est-à-dire qui donnent à la prévention une efficacité. En fait, jamais. Donc c'est là-dessus que je me suis focalisé,
Et ensuite, on a pris avec Michel, ma compagne, on a fait un retour à la Terre en 1961. Pourquoi un retour à la Terre? Parce que c'est devenu déjà une forme de protestation. Forme de protestation, existe-t-il un autre ordre et une autre intelligence de la vie que celle à laquelle on doit se soumettre à vie? Voilà. Et c'était le retour à la Terre, et c'est là qu'il y a eu, c'est-à-dire se rapprocher de la nature, et je suis déconcerté parce que le rapprochement de la nature, passé par l'agriculture, qui est envoyé à l'école, et qu'est-ce que je vois? On massacre la terre, à coup de produits chimiques, à coup de pesticides, à coup, etc. Et donc à ce moment-là, ça a accentué le fait que dans le monde urbain, avec la technologie, les usines, etc., l'incarcération humaine, les humains mis hors sol pour être au service d'un système, et de l'autre côté, une agriculture qui est devenue industrielle avec la destruction des sols et des environnements par la Chine. C'est à partir de ce moment, en ayant évalué ces deux choses, c'est un peu le désespoir en disant mais alors où est l'attention aiguë que l'on doit apporter à la vie, parce que à cette vie à laquelle nous devons la vie. Voilà. Et nous devons, de façon radicale et irrévocable. Voilà. Est-ce que l'humanité est intelligente? Non, elle n'est pas intelligente. Parce que si elle était intelligente, elle ne commettrait pas des délits et des transgressions pareilles. Et c'est ça qui a amorcé, disons, cette aventure qui m'a amené évidemment à ne pas rester que dans le discours, mais en expérimentant des choses sur notre propre ferme, des méthodes différentes d'agronomie qui respectent la vie, qui maintiennent la vie, qui redonnent vie. On a trouvé en Sahel, quand on est trouvé au Sahel, et là on voit des populations vraiment dans la détresse. Les sols sont détruits par les sécheresses, les sols sont bons, les gens ont faim, les familles, les bétails a été décimé, et donc le transfert de ces connaissances à des milieux semi-arides, donc très difficiles, et le résultat est spectaculaire. Et aujourd'hui, si vous voulez, on passe plus ou moins par une espèce de crise personnelle. Moi, je suis passé par une crise personnelle pour savoir où était ma place. Et le livre m'a aidé en partie. J'ai créé toutes sortes de structures. Je crois qu'elles sont oui, à la fin du livre, vous avez un résumé de toutes les multiples activités créées par Pierre, les associations, les emplois, les réalisations. Ça, c'est fondamental, c'est capital, parce que ça montre que Pierre, il ne fait pas parler, c'est pas un imprécateur, c'est quelqu'un qui agit. Ça change tout. Là, mais Pierre, c'était pareil aussi. Les gens croient ceux qui agissent, pas ceux qui font que parler. Et on est dans une, disons avec l'agroécologie, il faut quand même prendre ça très 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 au sérieux, parce que en fait c'est une réponse que l'on doit donner à quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire qu'en fait le processus général de l'agronomie tel qu'il est organisé aujourd'hui, avec les semences qui disparaissent, avec les abeilles malades, avec les terres détruites par la chimie, les environnements, les eaux polluées par les infiltrations d'eau, les infiltrations de poison, et tout cela. Et puis en plus, évidemment, avec tout cela, vous avez, si vous voulez, le cycle, si vous voulez, de la vie qui est établi depuis des millénaires, depuis bien longtemps, il a fait que maintenant l'être humain est pollué lui-même. Il se pollue directement, physiologiquement, il se pollue lui-même par une nourriture qui est, en quelque sorte, qui véhicule des nuisances réelles. Et on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Alors, pour m'amuser, je dis, avec la nourriture d'aujourd'hui, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, c'est un véhicule vraiment des nuisances, il faut bien l'entendre, ça. Et que c'est une nuisance qui, après, on constate cancer, etc. Ça ne veut pas dire que je suis exempt de cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, disons, l'alerte qu'on peut, le cri que l'on pousse, et
que j'essaye de pousser à ma façon, c'est de dire qu'ils sont en train de nous génocider. Et nous sommes en train de génocider les générations futures. Comment voulez-vous leur transmettre une terre morte? Donc, pas tout ce que j'ai cité. Donc c'est un peu ce qui me mobilise. Parfois je me dis j'ai envie de donner ma démission, mais je ne sais pas à qui donner ma démission. Parce qu'on est parfois accablé de voir qu'on met toute son énergie et que ça avance si peu, et que les gens sont si peu informés, etc. Et donc voilà, ça nous met dans une situation, alors soit on se retire, mais on ne peut pas se retirer, soit on s'obstine. C'est un peu cette obstination. Et ce livre, particulièrement, quand on est dans cette action, dans ces propositions, on s'oublie un peu. C'est qu'on oublie soi, parce qu'on est dans l'action. Et l'avantage de ce livre, c'est que vraiment, ça m'a ramené à des questionnements qui m'ont ramené à moi-même. Et je t'en remercie. Et dernière chose, je pense que l'autre nouveauté de ce livre, c'est que Pierre, comme je le disais tout à l'heure, au-delà du fait qu'il avait donc ce regard très personnel sur son parcours, l'autre nouveauté, donc, c'est qu'il a évoqué les questions d'actualité. C'était un peu périlleux parce que Pierre est sur le long terme et pas sur le court terme. C'est sa force, c'est sa spécificité, et on est tellement habitué à ce qu'on nous dise des choses qui sont oubliées 2 heures après, 3 jours après, alors que lui, il est vraiment sur les questions de fond. Mais je pensais que c'était quand même important de le faire réagir justement avec son regard de long terme sur les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, des questions d'éthique notamment, mais aussi bien des questions sur le mariage homosexuel, sur des choses comme ça qui sont des questions éthiques et qui concernent aussi Pierre. C'est-à-dire que Pierre, c'est pas une question, il n'est pas là pour parler que d'agroécologie, mais une vision globale de philosophe, de poète, d'homme de la terre, d'homme de la nature. Et le regard d'un homme de la nature sur des questions d'éthique qui concernent éminemment et presque en priorité la nature, sur les questions philosophiques comme le mariage pour tous, parce que beaucoup ont parlé de la nature, entre guillemets, et elle peut être utilisée, le mot nature, ou l'idée de nature peut être utilisée dans tous les sens possibles et récupérée par tous. Donc le regard de Pierre sur ces questions m'intéressait. Et vous allez voir qu'il a des réponses très personnelles, percutantes, particulières, originales, et un regard différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire, Pierre, sur ça? Ou on passe ensuite... Je dis, les gens ne vont pas acheter le livre. C'est écrit, hein, c'est trop tard. On fasse attention. Moi j'aurais envie d'insister sur une chose. Si ce livre est dans une collection qui s'appelle Domaine du possible, si on appelait cette collection Domaine du possible, c'est pas clair, parce que Pierre n'est pas dans la virtualité, je veux dire. Des gens qui font des théories et qui proposent des tas de choses, il y en a beaucoup, et des gens qui ont pu quitter l'usine en 60, cultiver la terre à cette époque-là, directement, prendre toute cette conscience, tout ça. Je dirais il y a une authenticité, on n'est pas dans l'enfumage ou dans le théorique, on est dans l'authenticité, dans le vécu. Et ça, c'est fondamental. Quand on dit le domaine du possible, ça veut dire qu'il est possible de refuser la structure dans laquelle nous sommes, mais il est possible de vivre en se mettant d'aplomb avec ce qu'on pense. Lui, il le fait. Là, je suis désolé que vous ne voyez pas ses pieds, mais il a les pieds nus. Je veux dire, bon, c'est possible, mais c'est pas obligé de mettre des chaussettes en cachemire. Ça m'arrive de mettre, parce que c'est pas obligatoirement nécessaire. Il suffit de s'habituer. Changer de paradigme, c'est quelquefois aussi changer d'habitude. Pierre dort sur une natte. On n'est pas obligé de... Non, mais c'est une réalité. Quand il parle de, je ne sais pas, l'industrie de la viande, on a publié, tu sais, la bidoche. Mais c'est monstrueux. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande. Moi, j'ai arrêté d'en manger. Je vous garantis que je me porte très bien. Et si vous voulez, quand on sait comment sont élevés les animaux, c'est honteux. Mais c'est votre bulletin de vote, vous pouvez le dire. Quand on a publié ce texte sur l'inventivité des citoyens, c'est vrai, c'est ça. Donc, dans le domaine du possible, ce qu'on veut, c'est témoigner qu'il est possible de vivre différemment. On n'est pas obligé d'aller invoquer Pierre ou Paul. On est responsable de ce qu'on fait. Je suis désolé que ce matin,
on vous sert des croissants, et comme d'habitude, on fait ce qui est la coutume. On pourrait vous proposer plus créativement des choses différentes, et en général, je le souhaite, je l'espère, mais là, bon, c'est pas que les croissants soient mauvais, mais si vous voulez, on sait très bien que c'est pas extraordinaire au point de vue diététique. Donc il faut se mettre concrètement dans la réalité, et on ne le fait pas. Voilà, ce matin, vous avez eu des croissants, je m'en excuse. Non mais Jean-Paul, je ne suis pas venu ici en calèche. Quand il se trouve que mon itinéraire de chez moi à la gare, ben, j'ai fait le plein, j'ai donné les sous multinationales, j'ai pollué pour arriver chez moi, pour arriver à la gare. Chez moi, je n'éclaire pas la bougie. On a même coupé des arbres. Voilà, on a même coupé des arbres. On est dans une situation à laquelle on demande un fait accompli d'une organisation, d'une société qui nous oblige à fonctionner comme ça. C'est tout. Et c'est les êtres humains qui l'ont fait. Ils ont donc instauré un paradigme dans lequel on ne peut pas être innocent. C'est impossible. Voilà, on est participant à tout. Alors on dit, ah, il y a les multinationales, tous ces gens, etc. Ben, il faut voir aussi qu'on les aide aussi, parce que nous sommes dans une réponse très limitée aux problématiques du monde. Les enfants meurent de faim, tous les jours, meurent de faim. C'est absolument honteux, parce qu'il y a ce qu'il faut pour le monde. Et à côté de cela, le superflu, on ne lui donne aucune limite. Et que je sache, il n'y a pas une crise du luxe, du productif. Enfin, que je sache. Voilà. Donc on est dans une situation, si vous voulez, qui est moralement inacceptable, éthiquement inacceptable. Le premier souci qu'une humanité évoluée pourrait avoir, c'est justement de se soucier de l'humanité, avant tout. Voilà. Et on est capable de faire des monstruosités, des bombes atomiques et des armes absolument effroyables. Là, on trouve de l'argent. Il n'y a pas c'est pas un problème. Quand il s'agirait rien qu'avec 10% de ce qui est consacré à la mort et à la destruction, c'est là où il y a quand même une question que je me suis posée en me disant si des extraterrestres existent, évolués, nous observant, est-ce qu'ils concluront? Vous verrez que nous sommes intelligents. Non, ils ne vont pas conclure que nous sommes intelligents. Ils vont dire, certes, ils sont pleins d'astuces, hein, ils savent faire des choses, des outils, des machins, des trucs, et ça ils savent faire. Cette attitude-là. Mais le résultat de ces attitudes ne donne pas un système intelligent, puisqu'il est absolument sacré. Au contraire, on donne plus d'importance à l'organisation de notre propre extinction. Et sans être conscient que nous programmons notre propre extinction. Quand on détruit la vie, on se détruit. Et même ça, c'est élémentaire, on n'a même pas compris ça. Alors après, c'est désespérant. Moi, je suis dans le diamant, dans ces actions qu'on appelle l'agroécologie, l'agroécologie n'est pas anodine, il ne faut surtout pas la réduire simplement à une alternative à conduire. Si on la réduit à ça, c'est foutu. C'est une posture morale. C'est une posture morale. Et je me bats pour qu'on ne considère pas l'agroécologie, ah ben oui, c'est une alternative pour manger bio. Non, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, chauffer à l'énergie solaire et exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. Et même la bio est aujourd'hui en train d'être reprise. Ne vous inquiétez pas, quand elle aura évolué suffisamment et qu'elle sera lucrative, la grande distribution, tout le monde va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Alors, ce qui veut dire que nous, ce qu'on appelle l'alternative, ce n'est pas l'alternative simplement de l'organisation de la société où ils vivent ensemble. L'alternative, elle est fondée sur le changement de l'être humain lui-même. Moi, s'il n'y a pas ça, je démissionne. Alors là, vraiment, moi, ce qui me maintient, c'est ça. Par ailleurs, chaque fois que je vois des enfants, je mets presque à pleurer, parce que l'avenir de ces enfants, enfin, c'est quoi l'avenir des enfants? On va continuer comme ça, à polluer, à détruire, etc., à les génocider par anticipation, en estimant que, voilà,
Il y a un autre problème, c'est quand même la subordination universelle de la femme par le féminin. C'est normalisé. C'est rentré dans la norme. Voilà, il est normal que les femmes, sur la planète, soient subordonnées, alors que c'est des énergies féminines et masculines qui sont constructives du tout. Je ne crois pas que quelqu'un soit cloné ici. Chacun de nous est venu de ces deux énergies. Pourquoi diable avoir subordonné le féminin au masculin? Un masculin qui est névrosé, qui n'arrête pas de faire des armes et de tout le reste. Donc toutes ces questions-là, moi, m'habitent énormément, dans le sens où l'éducation des enfants. Pourquoi éduquer les enfants dans la compétitivité, soit le meilleur de mon fils, etc. Et on prépare un enfant angoissé, et en même temps, qui va tenter de dominer son voisin. Pourquoi pas une éducation de la réciprocité, d'étude de qui, la réciprocité, la coopération, coopérer, préparer l'enfant à être un être humain ouvert à l'autre et pas replié sur son angoisse pour essayer de ne pas être naufragé dans cette société qui lui propose que c'est soit tu t'agrippes à ta bouée, soit tu es naufragé. Et comment voulez-vous créer un monde apaisé quand on part sur tous ces principes? Voilà, c'est un peu c'est pourquoi je continue à m'engager et je continuerai encore plus fortement autant que je le pourrai, à la condition évidemment que je ne suis même pas gâteux, j'espère qu'il y aura des gens charitables qui me diront oui, c'est bien, c'est bien. Parce qu'on ne sait jamais, avant d'entendre cette tête continue. Parce qu'évidemment, quand on a démarré dans la vie comme un destin très particulier que j'ai eu du mal à comprendre, islam, christianisme, tradition, modernité, je suis Gémeaux en plus, Nord-Sud, etc. Si je suis désaxé, c'est pas pour rien. Vous avez dans une société, l'islam vous dit Dieu est transcendant, il n'a rien à voir avec lui. C'est ce que j'ai appris à l'école coranique. Quand je vais dans ma famille chrétienne, on me dit ben non, Dieu il a eu un fils, il a même été crucifié. D'un côté, on vous dit surtout ne touche ni aux portes ni aux vins. C'est horrible. De l'autre côté, on se régale avec du saucisson et en plus ma mère adoptive était bourguignonne du Mercury. Alors, c'est gérer, comment gérer tout ça pour arriver finalement à émerger à soi-même. Et je te remercie encore. Maintenant, ceux qui ont envie de poser des questions sont les bienvenus. Alors, bonjour, je suis Michael Assé, je suis correspondante présidentielle, mais je représente aussi l'association de la presse étrangère. Nous sommes toujours à côté de Messier Rabi, dans son combat, tout d'abord personnellement, mais aussi et toute l'association. Et nous étions, elle a présenté le livre Manifeste pour l'humanité. Je crois que c'est 4 fois qu'on a pu vous avoir, et c'est toujours un grand bonheur. La dernière fois, c'était pour la présentation de votre fondation. Et voilà comment j'ai dit, rester insensible à votre parcours, à votre discours et à votre action. Et nous pensons souvent à vous, même si vous êtes en Ardèche. Et je voudrais vous demander, c'est depuis 81 que vous avez commencé à prendre vraiment conscience de tout ça. Et depuis, vous avez quand même aujourd'hui remarqué que tout ce que vous avez fait, tout ce qui n'est pas resté Bien sûr. Seulement des mots. Alors disons, pour l'engagement, c'est pas 81, c'est 61. Oui, 61. 61. C'est 61, en 61, où, à tort ou à raison, en observant l'organisation dans laquelle je me trouvais, l'entreprise où je travaillais dans la région parisienne, etc., c'est à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de... J'ai eu la chance de fréquenter beaucoup de philosophes. Donc la philosophie, on aboutit à dire qu'il n'y a pas consensus. Chaque philosophe a son point de vue. C'est un peu l'histoire des aveugles et des éléphants, vous savez. Ça ressemble
Donc c'est un peu la grande confusion, même en philosophie. C'est-à-dire la pensée humaine, eh bien, elle est diverse, et c'est ce qu'on appelle des points de vue. Moi, le seul qui m'a vraiment rasséréné, c'est Socrate. Et pourquoi Socrate? Parce qu'il a proclamé « je sais que je ne sais pas ». Et le fait qu'il dise « ça c'est la vérité absolue », nous ne savons pas. Nous savons ce que nous pouvons appréhender avec notre raison, notre pensée. Et en réfléchissant sur la condition humaine du monde du travail, à tort ou à raison, moi j'ai senti qu'il y avait comme une espèce de détournement en quelque sorte. Et je suis allé même jusqu'à l'excès, peut-être que vous pardonnez, c'est que je me suis dit, on a fondé une société de l'esclavage salarié. On vous donne un salaire et puis voilà. Alors celui qui fait un travail épanouissant est un grand privilégié. Celui qui fait un travail qui ne l'épanouit pas, sa vie est en quelque sorte oblitérée d'une façon différente. Et depuis, donc les évolutions ont été faites sur mon chemin de bataille qui est l'agroécologie. Vous évoquiez 81, c'est l'année de mon engagement en Afrique. La première fois, Burkina Faso, rencontre des paysans et mise en route de l'agroécologie comme alternative. Aujourd'hui, si vous appelez mes anciens élèves, ce sont ceux qui sont les leaders de ce qu'on avait engagé dans cette affaire-là, et bien je leur dis, mais combien vous évaluez à peu près les paysans qui pratiquent au moins les bases de l'agroécologie? Ils me disent 100 000. Je leur dis, vous exagérez. Ils disent, on est peut-être en dessous. Ce qui fait que la progression s'est faite. Pourquoi? Parce que ce qui a été proposé, c'était comment libérer les paysans des engrais chimiques qui nous coûtent cher, etc. Il faut à peu près 2,5 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais chaque fois qu'un paysan achète de l'engrais, donc il s'endette avec sans compter les semences sélectionnées, les pesticides, etc. Donc l'agroécologie répond à cette problématique majeure. Et on a vu, comme je l'ai fait chez moi, des sols à moitié morts, ressuscités, régénérés. Et qu'est-ce que le paysan fait à ce moment-là? Il devient le thérapeute de la terre. C'est-à-dire qu'il s'engage dans un processus dans lequel, par son travail, il va se nourrir en quantité, en qualité, mais à la fois il fait une œuvre de réhabilitation de la vie. Au lieu d'être thérapie, il devient quelqu'un qui, au contraire, donne. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'insiste énormément sur l'agroécologie et qui ne doit pas être réduite simplement à une alternative au produit. Vous avez une question? Christophe Guyon, journaliste indépendant. Une question pour Pierre un peu plus personnelle. Tu disais que ce livre t'a aidé en partie à trouver ta place. Quelle est cette place que tu as trouvée, que tu as nouvellement considérée à l'issue de cet entretien après ce livre? Oui, vous savez, quand vous avez des engagements, vous avez créé un certain nombre de structures, ça serait intéressant d'ailleurs de parler au Burkina Faso d'une aventure vraiment intéressante. Je demanderai d'ailleurs à Jean-Paul de rencontrer un jour Maurice Freud, une association qui a une compagnie aérienne qui désenclave des pays en difficulté et on crée, disons, Gorambo, premier centre de formation à l'agroécologie en africain qui draine les populations de partout. Et depuis, on n'a pas arrêté de créer des structures. La liste en est dans le bouquin. Et à un certain moment, je me dis, mais je ne peux pas être à tout le front, je ne peux pas être partout. Donc, quelle est ma juste place? Et ça passe par une réelle crise, une crise vraiment profonde. Et puis, après, on est là parce qu'on se dit, bon, en même temps, on prend de l'âge. Donc, on n'a pas la performance de la jeunesse, donc on prend de l'âge. Et c'est vrai que maintenant, je dirais que si je devais résumer en quelque sorte ce qui m'engage le plus, c'est vraiment travailler à un changement de paradigme, c'est-à-dire la logique elle-même, j'ai la très culte.
cette histoire de croissance économique à l'infini, etc. Il y a longtemps, pendant ma campagne électorale de 2002, parce qu'il y a eu encore cette aventure, où elle a collecté quand même près de 200 signatures d'élus, ce qui n'est pas ridicule. Évidemment, je l'avais blasphémé, puisque je parlais de décroissance. Au Moyen-Âge, j'aurais été brûlé vif parce que c'est un tel précepte, tellement puissant comme précepte, que lâcher ça, c'est abominable. Alors qu'en fait, quand on analyse vraiment les choses, la croissance économique est véritablement un fléau. C'est pour faire de la croissance qu'on détruit même. Et dans cette avidité humaine, c'est que la croissance économique, dans la croissance, s'accompagne de l'avidité humaine. On stimule l'avidité humaine de façon à ce que l'avidité humaine soutienne la croissance. Donc tout ce passage-là, très difficile, et aujourd'hui, voilà, c'est clair. Changement de paradigme. Qu'est-ce que j'entends par changement de paradigme? Si on reste dans la logique actuelle, elle tuera l'humanité. C'est la compétition internationale, c'est la destruction, etc. Donc je tiens à travailler sur des solutions qui puissent participer et contribuer à ce que nous nous débarrassions de ce précepte de l'avidité infinie. Voilà, c'est ça. Et puis bien sûr, l'urgence, je suis assez tourmenté et habité en permanence par les gens, l'urgence alimentaire, de gens qui meurent de faim. Et c'est intolérable. Et c'est pour ça que on vient de créer avec les amis un fonds de dotation, parce qu'on veut collecter le plus de moyens possible pour aller quand même faire que les enfants ne naissent pas pour agoniser, parce que c'est ça, c'est comme ça. Pendant le temps où nous sommes là, il y a des tas d'enfants qui sont morts. Voilà, pour qu'ils ne naissent pas pour... Et encore, quelquefois, moi j'en ai vu, on a presque l'impression, c'est-à-dire, meurt vite, quoi, meurt vite, parce que l'échéance, on la connaît, l'échéance. Donc, comment est-ce qu'on peut tolérer une situation pareille? Donc voilà, pour répondre à ta question, changement de paradigme, parce que c'est lui qui produit ce que nous répudions. Il le produira tout le temps tant qu'on n'aura pas changé cette logique-là. Et de l'autre côté, l'urgence alimentaire qui, heureusement, je me répète, heureusement, peut concilier régénérer la terre, lui donner vitalité et donner vitalité à elle-même. C'est les deux priorités aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans le livre, juste une seconde, dans la réponse qu'a faite Pierre, c'est que quand on parle de décroissance, beaucoup de gens vous disent c'est le retour à la bougie, le retour en arrière, c'est revenir deux siècles avant. Mais ce qui est intéressant avec Pierre, c'est justement qu'il montre que c'est pas ça, parce que Pierre ne récuse pas tous les progrès qui ont été faits, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on vit incroyablement mieux, ne serait-ce que il y a des maladies qui ont été éradiquées. Donc tout ça, on est encore sur des images d'Épinal, et ce qui est intéressant, c'est que Pierre approfondit ces questions-là pour dire, voilà, décroissance, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il ne faut pas garder? La question de la décroissance, d'ailleurs, se pose, on en discutait la dernière fois quand on était à Gare de Lyon, et on se disait, parce que moi, je ne suis pas tout à fait sur la même ligne que Pierre, mais ça me regarde. Mais ce qui est intéressant, c'est... Moi, je viens de faire un grand truc avec Hélène MacArthur, un grand entretien avec Hélène MacArthur, et elle dit, avec l'économie circulaire, on peut garder une certaine croissance, mais une croissance qui ne soit pas destructrice de la vie, de la planète. Mais je pense que ça fait partie aussi de la réflexion de Pierre. Ça, moi, qui m'a intéressé à faire ce livre, lorsqu'on a fait ce livre avec Pierre, c'est d'essayer de dépasser les clichés sur des tas de questions, pour voir que sa réflexion est fine, et surtout que Pierre est un homme moderne. C'est l'homme de la modernité. C'est ça qui est fou. C'est que beaucoup de gens restés sur des idées reçues vous diront ah oui, mais ça c'est le retour à la bougie, c'est le retour à... Non, au contraire. Pour moi, l'homme du XXIe siècle, c'est un homme comme Pierre. C'est-à-dire qui réfléchit sur le long terme et qui essaie, à travers les acquis politiques ou démocratiques ou de santé, etc., qui à travers ça arrive à
à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut garder ou pas garder, comment s'organiser. Donc, évidemment, si tout le monde avait les réponses à tout, ça serait trop facile. Mais il défriche ces pistes, et ça, moi, je trouve ça formidable. C'est ça qui est vraiment merveilleux et qui est intéressant. C'est que chaque point est discuté, réfléchi, et pas seulement sur le plan de l'agroécologie, encore une fois, c'est chaque point, la croissance économique est liée à la philosophie, à la poésie, à la beauté, et tout ça, c'est fascinant, et moi, ça me passionne. Bonjour, Joël Vincanet, je suis le rédacteur en chef d'un site en ligne. Dans le discours d'ouverture de la conférence environnementale de la fin septembre, là, le président de la République a clairement fait référence à une société de la sobriété. Oui. Ah bon? Oui. Tu m'avais des droits. Voilà. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure, d'abord ce que ça vous inspire, si j'imagine que vous trouvez ça bien, et de façon générale, comment les politiques reçoivent votre discours, est-ce que vous avez des liens avec eux, est-ce qu'ils recherchent votre avis, voilà, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir avoir une influence auprès d'eux? Ça a l'air d'être le cas parce que cette phrase a réellement été prononcée. Voilà. J'ai publié un ouvrage, Jean-Paul a publié, l'ouvrage de la sobriété heureuse. Je me suis dit, ça va tomber à plat parce que finalement, ça va peut-être paraître ambigu. Je ne sais pas où ça en est, les ventes, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça m'a rassuré parce que je me suis dit, tiens, cette histoire de sobriété, j'y ai ajouté heureuse, a l'air de toucher pas mal de monde malgré tout. Donc, comme je me suis dit que c'est peut-être une sémantique un peu poétique, un peu quelque chose comme ça, peut-être que ça va paraître un peu allumé, j'ai adopté et j'ai l'intention de travailler sur la puissance de la modération pour une croissance équitable. Voilà. Comment ça sonne chez vous? Moi, oui. Oui. Voilà. Et c'est fondamental. C'est absolument fondamental. C'est la puissance de la modération. C'est pas on serre la ceinture. Effectivement, on regarde beaucoup de choses de la modernité. Je rejette pas la modernité. Le seul souci que j'ai de la modernité, c'est que jamais une civilisation n'a produit des outils dont elle est dépendante. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'on est dépendant de nos outils. Alors qu'on est dans un quiproquo, on va vers le progrès, mais le progrès qui invente des outils qui deviennent ensuite indispensables à la survie, c'est très dangereux, première fois. D'ailleurs, à tel point que ces outils, il y a eu des fuites comme ça sur même en recherche stratégique. Neutraliser la communication en temps de guerre, c'est formidable. Si on n'a plus d'électricité, plus de pétrole, on fait quoi? Et le pétrole n'est pas illimité. Donc ce qui veut dire que l'humanité est en train finalement de rentrer dans une espèce d'illusion d'un progrès qui serait libérateur. Mais ce progrès, au lieu d'être libérateur, il faudra l'asservir. C'est tout, l'asservissement. Alors bien sûr, c'est miraculeux. On prend un truc, on communique avec tout le monde, etc. Mais ce dont je m'aperçois, c'est qu'on est en train de confondre relation et communication. J'ai pris le train l'autre fois, je rentrais dans un wagon bondé, silence total, tout le monde était. On avait l'impression qu'on faisait sa prière. Personne ne se parlait. Et rentre un garçon avec les écouteurs, il s'assoit à côté de moi, on a même un coup de doigt, on ne s'est pas dit un mot. Pas dit un mot. Alors si c'est ça la relation, la communication, c'est que j'ai mal compris. J'aurais souhaité un monde dans lequel on se parle, du bien, c'est ce qu'on trouve en Afrique, tout le monde se fait connaissance. Alors du coup, la question m'a un tout petit peu échappé, s'il vous plaît. Justement, la question sur le rapport avec les politiques. Oui. Vous avez une posture qui est finalement très politique, vous interrogez sur le rapport, sur le vivre ensemble, sur le rôle de chacun dans la cité. Manifestement, les politiques au plus haut niveau commencent à s'inspirer de vos idées.
vous n'êtes pas le seul à parler de la société de la sobriété, mais vous en êtes un des représentants. Comment est-ce que vous avez des liens avec eux? Est-ce qu'ils recherchent votre avis? Est-ce que vous avez senti l'influence? Disons ici ou là, d'une façon assez brève ou assez, disons, informelle comme ça. D'abord, j'ai un principe déontologique absolu, c'est que je ne juge pas les personnes. Chacun est dans son évolution, chacun a son histoire, je ne juge pas les personnes. Par contre, je peux être vraiment intransigeant sur ce que nous produisons et qui porte préjudice. S'il y a préjudice, on ne peut pas admettre les choses. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Quand on a évoqué le mariage, le gay, etc., bon, je n'ai pas à juger les personnes. Simplement, il y a un moment où on se dit il y a quand même des choses qui sont de l'intérêt collectif, mais qui sont préjudiciables au collectif. Et là, donc, par rapport aux politiques, comme ça, ici ou là, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient, que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé Pisani, par exemple, parce que à la fois il avait commis une erreur, la politique agricole commune, il a arrêté ce la coupe en disant oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, mais qu'est-ce que j'ai découvert chez cet homme? D'abord, c'était pas le prototype du politique au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on se bouscule à droite à gauche pour essayer d'avoir des états clairs. C'était pas du tout de ça, ça me rappelait un petit peu, vous voyez, en matière de politique, ce que j'ai dit l'autre jour, parce qu'il y a, tous les politiques devraient lire Marc Aurèle. Parce que Marc Aurèle, c'est quelqu'un qui s'est posé vraiment la question fondamentale sur la politique. Mais il l'a posé en termes de responsabilité. Je ne suis pas là pour tous les autres empereurs, c'était le pouvoir dictatorial. Et Marc Aurèle se pose la question, j'ai un pouvoir, j'en fais quoi? Parce que le pouvoir doit s'accompagner d'une vertu, de quelque chose qui a le souci du monde, le souci des autres, le vrai souci, et non pas la promotion personnelle pour s'ériger sur... Et c'est là où on revient à l'humain, fondamentalement à l'humain. Si l'humain n'a pas fait le travail qu'il faut sur son intériorité pour comprendre ce qui le motive, il est aveugle. C'est là que je... Donc voilà, moi je trace mon sillon comme je peux. Je vérifie que c'est juste, non pas par moi-même, mais par comment les gens jugent ce que j'essaie de faire. Et puis je suis ouvert à tout le monde. Si les politiques me demandent de dialoguer avec eux, je dialogue avec eux. J'ai été invité dans le monde de l'entreprise, MEDEF, etc. Récemment, j'ai été à Albi, à l'école des mines. Ils m'ont demandé de parler et j'étais stupéfait de entendre me proposer la sobriété heureuse. Je me suis dit, l'école des mines, sobriété heureuse. Voilà. Et j'ai rencontré des entrepreneurs, une 500 entrepreneurs qui sont venus dans un site qu'on a créé avec un autre entrepreneur qui sont des Romanins. Eh bien, la grande interrogation maintenant, j'ai réussi mon entreprise, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? Vous comprenez? Donc on est en train de retourner à ce qui est la grande signification d'une réussite, c'est-à-dire une vie épanouie, une vie qui s'est ouverte, qui s'est épanouie. Et le premier site que nous avons créé, le Manin, que je vous invite à visiter, c'est avec un entrepreneur. Quand je l'ai rencontré, l'argent, je sais gagner. Et c'est vrai qu'il est parti de presque rien, il a créé un empire. Il dit, mais gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça m'intéresse. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Capitaux, je n'en ai pas. Donc, tout de suite, soyons clairs, je n'ai pas de capitaux à mettre avec toi. Et on a créé les Amanins. Pourquoi? Parce qu'il est parti sur l'idée que puis-je faire de ma vie qui participe à quelque chose qui fait évoluer et non pas simplement le capitalisme pour le capitalisme.
Donc que ce soit les politiques, que ce soit ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a même des gens qui sont en quelque sorte, on pourrait dire, les grands samouraïs de la société, se posent la question sur le sens de la vie. Et ensemble, on peut s'allier, c'est-à-dire en décloisonnant, en ne restant pas dans les castes, en supprimant les castes. Est-ce que les consciences, moi je suis plus dans la sociologie des consciences, pendant la campagne électorale de 2002 qu'on m'a poussé à faire, c'était appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète est-ce qu'on voit nos enfants? Quels enfants est-ce qu'on nous? Voilà, c'est mon choix. C'est tout ce que je peux vous dire. Je voudrais juste compléter l'influence de Pierre. Évidemment, je ne pense pas que les politiques aient vraiment envie de se retrouver face à Pierre, parce que ça peut être, même s'il est très gentil, le constat peut être cruel. En revanche, je sais, pour bien le connaître et pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, que Nicolas Hulot, qui est quand même extrêmement influent dans son domaine, puisqu'il est envoyé spécial donc, de François Hollande pour la défense de la planète, qui prépare le sommet de 2015, qui va être quelque chose d'énorme. Hein. Ça sera la plus grande manifestation internationale jamais accueillie en France. 190 pays, etc. Les ambitions sont très élevées. On jugera sur les résultats, c'est encore autre chose. Mais toujours est-il que Nicolas, que je vois régulièrement, ne jure que par Pierre. Et Pierre a été une des personnes, ils ont d'ailleurs écrit un livre en commun, et Pierre qui est très influent, qui a l'écoute de Hollande, qui a l'écoute de la droite comme de la gauche, des entrepreneurs. Pas une fois où j'ai rencontré Nicolas, il ne m'a pas parlé de Pierre, de l'influence qu'avait eu Pierre sur lui, des idées qu'il lui avait données, voilà. Et à mon avis, Nicolas Hulot, certains l'apprécient, d'autres ne l'apprécient pas, peu importe, mais il fait aussi partie de ces personnages qui sont capables de parler auprès du grand public, qui sont convaincus, qui sont sincères, et qui sont capables de parler au grand public et de sensibiliser le grand public sur ces questions. Il les connaît très, très sérieusement. Voilà. La seule différence, c'est que Pierre, lui, Nicolas, il s'est intéressé assez tard à l'agroécologie ou à l'écologie. Pierre, c'était dans ses gènes, dans son histoire, Pierre a vraiment inventé, et Nicolas, il ne se cache pas du fait que il a appris ce qu'il y avait de meilleur, et donc Pierre a inspiré beaucoup de gens, et de même qu'il rencontre beaucoup de gens, Nathalie Kosciusko-Morizet, Chantal Joanneau, etc. Tous ces gens-là savent qui est Pierre, savent quelle est son influence, et le jour où ces idées rapporteront politiquement, parce qu'il y aura eu une catastrophe, un problème alimentaire, je ne sais pas quoi, ils ne vont pas se gêner pour aller puiser là-dedans et piquer tout ce qu'ils ont en expliquant qu'ils expliquent depuis 20 ans. Et peu importe, ce qui compte, c'est que ça avance. Pierre, il est la graine de départ. Et puis ensuite, le jour où il y aura un arbre, l'essentiel, c'est que l'arbre soit là. Mais en tout cas, Pierre est un semeur d'espoir, c'est aussi un semeur d'idées. Et les idées, il n'a pas fini d'être pillé. Parler de la planète de pillage, Pierre n'a pas fini d'être pillé, et c'est une des seules personnes qui rêverait d'être plus cambriolé. Je voudrais insister, parce que si vous voulez, le rôle de Pierre fait le politique, c'est peut-être pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que Pierre, par son travail, par son énergie, a engendré plein d'associations. Je dis associations, ça paraît modeste, mais c'est des associations qui sont puissantes, qui travaillent. Terre et Humanisme, ça existe, Colibri, ça existe, les oasis en tout lieu, ça existe, les Amanas, ça existe, les Africains qui travaillent au Burkina Faso sur la façon qu'il a fait, ça existe. Pierre n'a jamais, si vous voulez, il n'est pas le patron de centaines de milliers d'ouvriers, mais il est le ferment, la personne qui a engendré, le mot est beau, vous utilisez toujours générer, c'est pas français, vous allez voir les dictionnaires, ça n'existe pas, mais engendrer, c'est un beau mot, et lui, il a engendré beaucoup de choses
qui vivent et donc qui ne sont pas dépendants de lui. Quand les livres se vendent, souvent il a donné ses droits d'auteur à ses associations pour que ça fonctionne. Je dirais, on n'est pas dans l'incohérence, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire, mais ce qui est sûr, c'est que la générosité, la bienveillance, ça existe, qu'on peut la rencontrer, quand on la rencontre, c'est fertile et ça incite d'autres à continuer. C'est pour ça, si vous voulez, que peut-être avec naïveté, je pense qu'il est bon que des oasis en public se créent, que des gens se disent, voilà, je peux faire ça. Quand je vais au supermarché, que je dépense mon argent, c'est un bulletin de vote. On le sait tous ce qu'il faut faire. Bon, alors, personne ne sera jamais parfait, mais je dirais, croyons dans l'idée de la collection domaine du possible, ben, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui ont commencé à faire quelque chose sachent que d'autres ont commencé aussi à faire quelque chose. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Et ça, son autorité morale, c'est son authenticité, on n'est pas dans le virtuel. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une vie et sa vie atteste pour lui. Et en plus son intelligence, parce que ceci ne s'est pas fait comme ça. Et je dirais qu'il aurait pu faire un empire industriel, lui aussi, je dirais. Il aurait été même capable de le faire. La vertu, si on peut employer des mots qui conviennent, c'est qu'il a libéré des gens en leur faisant part de son expérience, de son vécu. C'est cette intensité-là dont il faut avoir conscience et dont il faut continuer à porter à faire vivre. Parce que c'est notre vie qui en dépend, et la vie de nos enfants. Voilà. Oui, c'est la notion de serviteur. C'est-à-dire qu'en fait, je partage avec les autres ce que je reçois moi-même. C'est-à-dire qu'à aucun moment je ne suis prétendu source des choses. C'est la vie qui nous propose des choses, qui nous traverse, qui devient des évidences et qu'on partage avec les autres. Donc je ne veux absolument pas être, disons, mobilisé, comme on dit, mais c'est vous considérer comme, voilà, c'est des choses qui me menacent, quelque part. Mais donc c'est pas ça, c'est, on vit quelque chose dont on est les premiers bénéficiaires, et plutôt que de le garder, Daniele Zappara, pour le quotidien italien Avenir, nous sommes à la Maison de l'Europe, et d'ailleurs vous vivez pas très loin de la frontière avec l'Italie, et donc j'aurais envie de vous demander quel est votre regard sur l'agroécologie en Europe, un regard en fait qualitatif. Pensez-vous qu'il y ait eu un véritable essor de l'agroécologie? Avez-vous les sentiments qu'il y ait un mouvement qui s'est créé? Dans quel pays notamment? Et si vous en fait avez des informations, pensez-vous qu'en Italie, voilà, les choses se soient en quelque sorte avancent? Merci. L'Italie, je vous ai dit en aparté qu'on avait tout un groupe d'Italiens qui sont venus parce que nous sommes en train de lancer et de donner une extension à un mouvement qu'on a appelé les femmes semencières. C'est-à-dire comment les femmes se mobiliseraient au plan international sur cette nécessité absolue de sauvegarder les semences, parce que 60% des semences ont disparu depuis l'avènement il y a 10 à 12 000 ans, l'avènement de l'agriculture, ce qu'on appelle la révolution néolithique. L'humanité n'avait pas cessé de collecter et de prendre dans le sauvage et d'adapter à sa nourriture, donc domestiquer, rapprocher de la maison, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, etc. Donc on a engagé avec un groupe d'Italiennes, on vous donnera peut-être les coordonnées si vous voulez. Quant à l'agroécologie comme alternative, elle souffre évidemment du fait qu'elle va à l'encontre d'intérêts immenses, d'intérêts considérables. Comment est née l'agriculture dite chimique? C'est qu'après la guerre, pendant la guerre, on avait besoin de ces substances qu'on appelle les nitrates, phosphore, etc., qui étaient utilisées pour faire des explosifs, etc. Donc tant que c'était pour la guerre, on produisait, on les dépensait, etc. Après la guerre, disons, les usines se sont trouvées à fabriquer ces matières, mais sans leur donner d'usage. Et on a orienté sur l'agriculture, c'est-à-dire on a prescrit
les engrais chimiques comme étant les ingrédients que l'on doit utiliser pour faire pousser des plantes. Sauf que vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire un cours d'agronomie, c'est que ces substances-là, quand vous les mettez dans la terre, elles tuent la terre. C'est-à-dire qu'on leur donne un pouvoir osmotique, c'est-à-dire que ces substances-là, on les met dans la terre et la plante les absorbe. Et quand elle les a absorbées, eh bien, c'est toute la chaîne des oligo-éléments, c'est-à-dire tous les micro-éléments qui sont indispensables à l'équilibre général de la vie, qui disparaissent. Donc c'est des intérêts énormes. Alors je dirais qu'il y a eu la fabrication de 2 prescripteurs par voie, évidemment, de formation. Un prescripteur agronome pour prescrire les engrais chimiques et un médecin prescripteur des médicaments des laboratoires pharmaceutiques. Et vous imaginez bien qu'on a construit sur ça des intérêts immenses. Alors comment voulez-vous qu'on renonce à tout ça pour dire, bah, mais faisons de l'agroécologie? C'est ça qui handicape énormément. Sauf dans des pays où, évidemment, comme je l'ai expérimenté, comme le Burkina Faso, où le paysan pressuré par l'État est amené à produire des produits d'exportation avec l'usage des engrais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le... Et là-bas, j'avais avancé tellement les choses que le président Sankara, donc Thomas Sankara de l'époque, m'invite, il était venu avec un ami, m'invite, il me dit il faut absolument aujourd'hui commencer à travailler sur l'adoption de l'agroécologie comme politique nationale. Et là c'est mon grand regret, c'est que j'avais commencé à travailler sur cette question-là, et Sankara, comme vous le savez, a été assassiné. Il a été assassiné pour différentes raisons. Et là, on touchait quelque chose où une nation entière, un président, décide que l'agroécologie, c'est la politique nationale. Et quand on vient dans l'espace européen, évidemment, il y a des obstacles énormes parce qu'on va à l'encontre des intérêts des firmes qui vendent des produits chimiques, qui vendent des engrais, qui vendent des pesticides de toutes sortes, des engrais, les semences sélectionnées. Donc on est dans le scénario dans lequel l'agroécologie, évidemment, est une antidote, quoi. Si vous voulez, une antidote très, très puissante et n'est pas acceptée. Je peux poser une dernière question. J'ai commencé à lire votre livre. Et c'est... Je n'ai pas eu le temps, je l'ai terminé. Mais c'est une poésie et c'est magnifique. Je remercie de ce livre, de synthèse magnifique. Et vous avez parlé de l'actualité. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette tragédie qui est arrivée maintenant à Lampedusa? À Lampedusa, évidemment, si vous voulez, c'est ce qui découle de l'égoïsme de l'humanité tout entière, je veux dire, où finalement des gens sont obligés de migrer. Pourquoi il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays? Pourquoi est-ce qu'ils restent pas dans leur pays? Et à ce moment-là, on rentre dans le scénario vraiment de la cruauté, avec des pouvoirs politiques qui sont corrompus, avec une inattention totale à la condition humaine. Ça nous arrange bien, parce que nous, on est capable de faire justement des grands envolées morales. Hein, son moral, ça on sait faire. On dit ces salauds, ils se tuent entre eux, sauf qu'on leur fournit des armes pour qu'ils le fassent. Et puis qu'il y a un contentieux depuis les origines. On parle par exemple de l'extrémisme musulman. Je ne suis absolument pas pour l'extrémisme musulman parce que c'est une pathologie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un contentieux avec l'Occident. Et c'est instillé au fond d'un Occident qui a quand même été conquérant, qui a été, etc. Moi-même, étant enfant, j'aurais cité mes ancêtres étaient des Gaulois. Donc il y a ces contentieux qui sont des contentieux dans la psyché collective et qui ne sont pas distingués. Ces gens-là n'ont aucune raison de se mettre dans des situations d'exil comme ça et de cette espèce de quête de survie. Ils devraient pouvoir vivre chez eux, avec les biens qu'ils ont,
quand on dit l'Afrique est pauvre, c'est une blague, l'Afrique n'est absolument pas pauvre. L'Afrique est immensément riche. Seulement elle est pillée, elle est toutes ces fripouilles qui prennent le pouvoir et qui gèrent le pays sur leurs propres intérêts, avec des cartels et des castes prédatrices qui concentrent le tout. C'est ça, c'est pas se dire, bon, c'est pauvres gens. Bien sûr, c'est affligeant, c'est terrible qu'ils se soient. Ils posent vraiment des questions, mais pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de migrer? Et tant que cette question n'est pas posée, on va continuer encore à donner des réponses allopathiques à une situation qui en fait demanderait être, c'est l'égoïsme de l'humanité. Ces gens-là n'avaient aucune raison de se déplacer, de se mettre en péril, si la planète était gérée avec l'équité et les vertus qui sont nécessaires. Merci. Un petit mot de la fin. Olivier, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. On va remercier, pardon pour les croissants. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc merci d'être venu. Et il y a plein de livres chez Actes Sud qui sont parus, qui mériteraient d'être lus. En particulier celui sur la tête, c'est publié au Lien qui libère. 5 millions d'histoires, c'est vraiment extraordinaire, parce que ce qu'elle libère sur l'esclavage, ça a été pensé il y a fort longtemps et ça continue aujourd'hui. Et puis, il y a plein d'autres livres. Sur le Congo, par exemple, la richesse de l'Afrique, parce que c'est le vrai mot qu'il faut employer et qui est mis au pillage, c'est utiliser le bouquin de Voltaire qui a été publié il y a un an. C'est tellement énorme. Mais ça, c'est le terrible, c'est ça, c'est des constats, et des constats, on peut faire des bouquins extraordinaires et dramatiques. Mais ce qui est important, c'est la petite graine semée et commencer chacun à tracer le sillon qu'on peut faire soi-même.